Bonjour à toutes et à tous, et encore une fois, pardonnez mon enthousiasme, j'attendais ces dames dehors, et puis voilà, elles sont arrivées par une autre porte, voilà. Donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pour ce débat avec Martine Reed, bonjour. Vous êtes professeur émérite de l'Université de Lille. Michel Perrault, bonjour, rebonjour à chaque fois. Professeur émérite à l'Université de Paris 7. Paris 7. Donc on peut trouver vos ouvrages, bien évidemment, l'histoire des femmes en Occident, en 5 tomes, qui est une parution en poche, qu'on trouve facilement. Les femmes ou le silence de l'histoire, chez Flammarion. L'histoire de chambre, qui est un livre magnifique. Mélancolie ouvrière aussi, qui était une très belle enquête sur Lucie Beau, cette syndicaliste. Le chemin des femmes, donc un recueil de certains de vos ouvrages dans la collection Bouquins. Et puis la tristesse, c'est un mur entre deux jardins. C'est un dialogue avec Vassila Tamzali, donc aux éditions Odile Jacob. Ça date de l'année dernière. Martine Reed, rebonjour. Donc, alors vous avez écrit sur Stendhal, sur Flaubert, sur George Sand, une auteure. Alors, vous préférez auteure à autrice, je crois. C'est égal. C'est égal. Bon, alors on va dire auteure, voilà. Vous avez publié alors un livre aussi qui est formidable l'année dernière. Non, c'est cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Être Cary Grant, donc une réflexion et une enquête aussi sur ce comédien que l'on connaît tous. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui aussi, Félicité de Jean Lys, qui est sorti aux éditions Talendier. Et puis toujours Femmes et littérature, donc en 2 tomes chez Folio. Donc que vous avez dirigé. Alors, Félicité de Jean Lys a écrit en 1811 un livre qui s'appelle « De l'influence des femmes sur la littérature française ». C'est un texte qu'on peut trouver sur le site de la Bibliothèque nationale Gallica. Je cite, c'est pas moi qui le dis. « Les hommes de lettres ont sur les femmes auteurs une supériorité de fait qu'il est assurément impossible de méconnaître et de contester. Tous les ouvrages de femmes rassemblés ne valent pas quelques pages de Bossuet, de Pascal, de Molière, etc. Mais elles peuvent posséder au plus haut degré l'imagination, la sensibilité, l'élévation de l'âme. Ensuite, elles pointent quand même le problème de l'éducation. Les femmes n'ont pas accès à l'éducation comme les hommes. Puis, elle cite quand même les recueils de lettres familières, Madame de Sévigné, Madame de Maintenon, Madame de Lafayette. Et puis, au bout d'un moment, elle s'insurge quand même. L'argument le moins profond, le plus vulgaire, mais le plus fort aux yeux de tout le monde, contre les femmes auteurs, est celui-ci. Que le goût d'écrire et le désir de la célébrité leur donnent du dédain pour la simplicité des devoirs domestiques. Attendez. Comme ces devoirs, dans une maison bien ordonnée, ne peuvent jamais prendre plus d'1 heure par jour, c'est elle qui le dit, cette objection est absolument nulle. Alors, c'est au début donc, de ce livre qu'elle écrit ça, mais c'est intéressant parce qu'on retrouve déjà des arguments et des développements qu'on va retrouver tout au long du XIXe siècle. Oui, tout à fait. Je voudrais tout de même insister sur le fait que Félicité de Jean Lys va poursuivre avec des arguments qu'on peut qualifier de pré-sociologiques, c'est-à-dire qu'elle va dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de domestiques dramaturges, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de religieuses qui écrivent des poèmes. Eh bien, si les uns et les autres avaient reçu une éducation solide, s'étaient trouvés dans les collèges à faire des vers en latin et à composer des pièces pour le théâtre de société, ils auraient pu devenir auteurs. Et ces vues sont en réalité singulièrement nouvelles pour l'époque, et d'ailleurs n'auront presque pas d'écho par la suite au XIXe siècle. Vous écrivez d'entrée de jeu, Félicité de Jean Lys est sans doute possible l'une des femmes les plus exceptionnelles de la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi ? La réponse est évidemment complexe et on peut en parler pendant un long moment. À vrai dire, je l'avais lu abondamment. J'ai été frappée par 2 choses. D'abord, son rôle comme éducatrice des princes d'Orléans et la remarquable inventivité
dont elle a fait preuve à cette occasion. Et là, on peut entrer dans le détail et rappeler qu'elle a mis en avant le sport, les langues étrangères, la possibilité d'apprendre à faire toutes sortes de métiers manuels dans une perspective qui est assurément celle des Lumières, et d'autre part parce qu'elle a une œuvre très considérable qui a été très vite condamnée par les romantiques au nom d'une sorte de vision un peu trop sensible et propre à la fin du XVIIIe siècle. Et là, dans la mesure où elle était à la fois du XVIIIe et du XIXe siècle, morte en 1830, elle a sans doute pas vraiment profité de cette sorte de césure qu'a provoquée la Révolution. Au début, elle a eu une éducation un peu rude, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, puisqu'elle raconte que son père, il voulait absolument faire de moi une femme forte. J'avais horreur de tous les insectes, surtout des araignées et des crapauds. Je craignais aussi les souris. Je fus obligé d'en élever une. Il m'ordonnait sans cesse de prendre avec mes doigts des araignées et de tenir des crapauds dans mes mains. Oui, alors ça, c'est pour l'anecdote. La chose sur laquelle on peut assister, c'est tout de même le fait que Félicité de Genlis a reçu, bien qu'appartenant à l'aristocratie, une éducation quasiment inexistante. Elle dit qu'à l'âge de 10 ans, elle ne sait toujours pas écrire. Elle a appris à lire un peu comme ça. Elle voudrait bien suivre des cours de latin parce que son frère un précepteur, mais sa mère lui dit que ce n'est pas nécessaire. Et cette sorte de distorsion entre une véritable obsession du savoir et de tous les savoirs sur toutes sortes de formes est tout à fait remarquable parce que justement le début, et Dieu sait si ces débuts en matière de savoir ressemblent à ceux de bien des jeunes filles de toutes les catégories sociales à l'époque, eh bien justement c'est ça qui va vraiment provoquer chez elle la nécessité, la volonté de dire tous pédagogues et évidemment tous instruits, toutes instruites. Parce qu'elle sait tout faire, elle est cavalière, alors elle ne monte pas en Amazone en plus, elle est musicienne, c'est une harpiste confirmée, oui. Donc elle est pédagogue, elle écrit, elle a une palette de compétences et de talents qui est assez exceptionnelle. Oui, oui, elle dessine, c'est elle qui a effectivement publié la première méthode pour apprendre à jouer de la harpe, dont elle a modifié notamment la tenue des mains de la harpe. Elle a évidemment publié aussi des cours pour apprendre à dessiner. Elle a fait visiter aux enfants d'Orléans et à la petite troupe d'enfants qu'elle avait réunis autour d'eux, ce qui était vraiment une nouveauté. Tout ce qui était possible en matière de collection de peinture, d'ateliers d'artistes, etc. Et là, c'est remarquable. Certes, il y a des contraintes et on peut ensuite dire elle a subi l'influence de tel ou tel. C'est manifeste. Si on entrait dans le détail, on pourrait le faire valoir. Mais dans l'ensemble, le geste est vraiment nouveau. En matière de charge mentale, comme on dit, elle a quand même 3 enfants dès l'âge de 22 ans. Oui, oui, en effet, elle a 3 enfants, dont une seule fille survivra et elle joindra à la petite troupe d'enfants que j'évoquais il y a un instant, elle y joindra certains de ses neveux et nièces orphelins et orphelines, et se disant que justement, on apprend aussi en ayant d'autres autour de soi. Généralement, les éducations princières se faisaient, évidemment, les filles et les garçons, on n'était pas réunis, et il y avait un côté très privé de l'entreprise, alors qu'elle dit au contraire qu'il est souhaitable que les enfants soient ensemble et qu'il y ait des effets d'émulation. Les enseignements pour les garçons et pour les filles n'est pas exactement le même, parce que là, elle est dans une vision traditionnelle qui est celle de les femmes n'ont pas le même rôle dans la société que les hommes. Et à ce titre, mais tout de même, elle considère que les petites filles doivent avoir des connaissances en économie domestique, par exemple, en droit privé, parce que précisément, elles doivent être absolument responsables de ce qu'elles font et pouvoir agir en toute connaissance de cause. Parce qu'elle a beaucoup réfléchi sur la pédagogie, elle a écrit plusieurs ouvrages, et ça rompt un petit peu avec la traditionnelle pédagogie qu'on enseignait aux enfants. C'est-à-dire que, et là aussi pour tenir des propos tout à fait rapides et sommaires sur une question complexe, Genlis s'oppose à Rousseau. C'est-à-dire qu'au moment où Rousseau ça se passe mal la rencontre d'ailleurs. Émile ou de l'éducation, oui, on peut éventuellement y venir, au moment où justement il y a cette publication en 1762, Rousseau considère qu'Émile doit nécessairement épouser quelqu'un dont il est
très manifestement, auquel il est supérieur de toutes les façons. Et on le sait, à l'occasion de cette publication, une série de femmes vont prendre la parole en disant c'est indigne. Bon, on est rousseauiste de cœur, on a aimé Julie ou la Nouvelle Héloïse, on a adoré d'autres publications de Rousseau, mais ce dernier chapitre ne passe pas. Jean Lys répond à sa façon à Rousseau de diverses manières. Elle en est imprégnée en partie, mais aussi, justement, dans un sens, c'est sur le féminin, sa position est vraiment anti-rousseauiste, puisqu'elle fait exactement l'inverse, et elle dit de nombreuses reprises à quel point les femmes doivent être instruites, c'est la condition de tout. Elle n'est pas la seule à dire ça, elle n'est pas la première non plus, bien entendu, mais elle le dit avec une force particulière, et elle sait faire passer ses discours et ses convictions dans ses romans, chose tout à fait appréciable. Et sur les encyclopédies, parce qu'elle sera approchée par d'Alembert aussi pour éventuellement participer à l'encyclopédie, et elle lui opposera une fin de non-recevoir. Oui, alors là où effectivement la question est plus complexe, c'est que Jean Lys défend la religion catholique. Et donc, elle est certes manifestement, et on a un peu l'impression parfois à contre son gré dans la mouvance encyclopédiste, mais en même temps, et à l'évidence, elle défend la religion catholique, et à ce titre, elle ne peut pas du tout souscrire aux positions des encyclopédistes. Alors, arrive la Révolution française, et sur la prise de la Bastille, elle écrit ceci. Elle parle du peuple qui s'est fait construire... Non, alors ça c'est un autre, voilà. Elle parle du peuple de Paris qui se relaye pour abattre et démolir la Bastille. Il est impossible de se faire une idée de ce spectacle. Il faut l'avoir vu pour se le représenter tel qu'il était. Ce redoutable fort était couvert d'hommes, de femmes et d'enfants travaillant avec une ardeur inouïe et jusque sur les parties les plus élevées du bâtiment et de ses tours. Ce nombre étonnant d'ouvriers volontaires, le plaisir de voir tomber ce monument affreux de despotisme, ces mains vengeresses qui anéantissaient avec tant de rapidité l'ouvrage de plusieurs siècles. Tout parlait également à l'imagination et au cœur. J'avoue que la démolition de la Bastille m'a causé l'émotion et la joie la plus vive. Mais d'abord, elle fait partie de ces aristocrates qui ont souhaité la Révolution, qui ont effectivement condamné l'arbitraire royal, condamné les lettres de cachet, condamné le droit qu'avaient les aristocrates de saccager les campagnes à l'occasion de la chasse, etc., sur lesquels elle s'explique. Après, elle va très rapidement prendre peur et voir que le milieu d'Orléans, qui est en train évidemment de se montrer de plus en plus favorable à la Révolution, avec le fait que tout de même les enfants d'Orléans assistent à Versailles d'abord au débat de la nouvelle Assemblée, qu'ensuite le fils aîné rejoint le club des Jacobins, qu'ensuite son père fait pareil, etc. Ça lui paraît extrêmement dangereux. Elle n'est pas aussi radicale que ça, à l'évidence. Et donc, elle finira par décider, après toutes sortes d'épisodes qu'il faut passer, qu'il est préférable de s'en aller. Et donc, elle va émigrer. Donc, elle va partir en exil plusieurs années. Hein, elle va partir 8 ans, je crois, à peu près. Fait, oui. Elle va en Angleterre, en Allemagne. En Suisse, d'abord. En Suisse, oui. Et elle arrive à survivre quand même, elle trouve elle est désormais seule, elle gagne sa vie comme elle peut, elle vend des dessins, elle vend des imprimés pour des usines de tissus à Altona, en Allemagne, elle publie évidemment des textes. Il y a, grâce à l'émigration ancienne de Français dans les Provinces-Unies, des éditeurs qui publient, des éditeurs et imprimeurs qui travaillent en français. Et donc, elle prend contact avec eux et elle publie chez eux. Et donc, il y a une sorte de débrouillardise tout à fait remarquable. Elle vend aussi, parce qu'elle sait tout faire manuellement, elle vend des bijoux, des bijoux avec des cheveux tressés aussi, comme c'était l'habitude à l'époque. Enfin, elle sait s'occuper de ses mains, elle vend des petites corbeilles, elle vend toutes sortes d'objets, parce qu'il faut vivre. Et elle donne des leçons de musique aussi, et quelques leçons
de littérature française. Il faut se faire quand même l'idée que Jean Lys, de très grand aristocrate, ayant vécu au Palais Royal, ayant eu évidemment une domesticité très nombreuse, ayant réellement monté dans la société de façon exceptionnelle, avec un talent sans pareil, va se retrouver totalement inconnu, et d'ailleurs vivant sous un faux nom, puisqu'elle craint les royalistes qui pourraient la reconnaître et la dénoncer. Quand elle est en immigration. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand elle revient à Paris, donc après plusieurs années d'exil, elle est véritablement sociologue, parce qu'elle observe la mutation des mœurs, et alors elle écrit par exemple je vis beaucoup de parvenus, nés dans la classe de simples ouvriers, qui avaient fait les plus brillantes fortunes. Les uns ne se rappelaient leur premier état et leur extraction que pour s'enorgueillir du chemin fait. Les autres, pleins d'orgueil et de suffisance, prenaient l'impolitesse pour de la dignité. Je vis des femmes qui haïssaient naturellement toute conversation intéressante et spirituelle, parce qu'elles n'y pouvaient prendre part. Des commérages ou de la médisance formaient tout leur entretien. Je ne retrouvais plus les bureaux d'esprit. Alors, les bureaux d'esprit, c'était les salons littéraires, en quelque sorte. Et quoique je n'en eusse jamais tenu, je les regrettais. On appelait ainsi jadis en dérision les maisons dont la société était principalement composée de gens de lettres, de savants, d'artistes célèbres, et dont les conversations n'avaient pour objet que les sciences, la littérature et les beaux-arts. Et c'est curieux parce que Marcel Proust, dans Le Temps retrouvé, explique un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il est en 1916, et quand il regarde la mode des femmes, ça lui fait penser à la mode du directoire aussi. Oui, en effet. Je pense que Jean Lys, à cet égard, est un témoin très extraordinaire du changement de société que représente la Révolution. Là, on l'a rappelé, elle a été plusieurs années à l'étranger, et quand elle revient, elle ne reconnaît plus rien. Alors, elle force un peu les choses, peut-être en racontant des anecdotes, en disant qu'elle se trompe de rue, et qu'elle est dans la maison de gens qu'elle connaît, et pourtant elle n'en reconnaît rien. Mais de toute façon, il y a une perception très très fine aussi, et comme littéraire, plus bien sûr que comme historienne, ça m'intéresse particulièrement. Elle note très finement les changements linguistiques. Et elle dit, bon voilà, on a l'impression qu'on ne parle plus la même langue. Avec des expressions qui existent aujourd'hui encore. Oui, tout à fait. Et donc, aborder la question, par exemple. Aborder la question. En dernière analyse, ça c'est formidable, ça, en dernière analyse. Oui. Traverser la vie, prendre du café. Voilà. Et l'usage de madame et mademoiselle. Oui, tout à fait. C'est étonnant. Alors, comment était-elle perçue par ses confrères écrivains ? C'est-à-dire qu'on voit deux choses, logiquement. La première, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, ceux qu'on appelait, disons, pour faire vite, les philosophes, vont s'en méfier parce qu'ils sentent bien qu'elle pourrait, et c'est pourquoi il y avait eu des tentatives de la part de d'Alembert pour la remettre, enfin, pour l'intégrer à la société des philosophes, mais là, sur la question de la religion, elle ne cède pas, donc ce n'est pas possible. Ensuite, on a l'arrivée de la génération des romantiques. Alors ceux-là trouvent que d'abord, Madame de Genlis, Félicité de Genlis, occupe une place totalement excessive, place qu'ils convoitent bien entendu, et on voit une génération de jeunes écrivains masculins, donc tel Stendhal par exemple, qui s'acharne à condamner absolument la moindre ligne que Genlis écrit, précisément parce qu'ils reconnaissent une ancienne... Les raisons sont à la fois politiques et poétiques. Ils reconnaissent l'ancien régime, l'ancienne manière de faire, l'ancienne manière de traiter de sujets littéraires. Et à ce titre, évidemment, ils essaient de faire autre chose, et Jean Lys est là, extrêmement présente, avec des succès de librairie d'ailleurs dont ils sont très jaloux. Et bon, tout est bon pour les attaquer. Une fois qu'on arrive à Balzac et la génération de 1830, là, on voit bien que circulent toutes sortes d'idées reçues sur Jean Lys qui sont répétées inlassablement. Qu'elle a été la maîtresse de Mirabeau et d'un tas d'autres, qu'elle était décidément comme ceci ou comme cela. Les anecdotes sont toujours les mêmes. Les questions de réception sont bien sûr parfaitement intéressantes, puisque en fait, ça ne change pas. On voit aussi Victor Hugo prendre la peine, alors on se demande pourquoi servent ces coups ces petites estocades et ces phrases assassines, mais personne ne s'en prive, en effet. Stendhal, il est particulièrement dur, hein, quand même.
Il écrit un article dans London Magazine. Madame de Genlis eut une vie très relâchée et sa progéniture est répandue à travers toute l'Europe. Mais grâce à son hypocrisie consommée, elle a toujours inspiré assez de respect pour conserver sa place dans la société. Elle avait les passions les plus violemment déréglées. Alors ça, c'est un adjectif qu'on retrouve souvent pour la littérature féminine. Madame de Genlis a 81 ans, donc en fait, elle s'est trompée de 2 ans. Et si elle n'avait rien publié depuis 10 ans, elle serait estimée plus qu'aucune autre femme en France. C'est-à-dire qu'on l'estime, mais à condition qu'elle n'écrive pas trop, quoi. Voilà, qu'elle n'écrive pas, idéalement. Encore mieux. Elle a, dans ses ouvrages, donc ce sont des ouvrages de pédagogie, elle avait écrit ses mémoires, donc, qui sont également disponibles sur le site de la BNF Gallica. Elle a tenu des propos politiques, comme par exemple Madame de Staël a pu le faire. Ses positions politiques sont prudentes parce que justement elle a affiché son soutien à la Révolution avant de faire marche arrière, évidemment de façon très nette. Une fois qu'elle rentre, elle reste monarchiste et catholique. Et c'est essentiellement en quoi elle est bien accueillie dans le monde de la Restauration. Elle avait eu quelques liens avec le régime napoléonien aussi, sur lesquels d'ailleurs il reste quelques mystères, mais au total, elle n'a pas, à la différence de Staël par exemple, elle n'a pas vraiment de discours politique précis ou de vue aussi générale que Germaine de Staël sur la littérature. De la littérature, dans ses rapports avec les institutions sociales et politiques. Ça, évidemment, Genlis ne peut pas le concevoir. Genlis a fréquenté d'ailleurs Germaine de Staël quand elle était petite fille. Elle trouve qu'elle est très bien élevée, qu'elle sait beaucoup de choses, mais qu'elle ne se tient pas à sa place. Et là, évidemment, on a de nouveau l'argument traditionnel de c'est bien d'être savante, mais il faut savoir rester modeste. Oui, je rebondis sur Proust, là, dont on va célébrer le centenaire de la mort là en novembre. Dans La recherche du temps perdu, il cite beaucoup Madame de Sévigné, oui. Et donc les mémoires de Madame de Bonsergent, en fait, qui n'existaient pas. Mais Madame de Sévigné, en fait, ce qu'il aime en elle, ce sont les rapports entre la mère et la fille. Oui, tout à fait. Et souvent, on retrouve ce que disait Madame de Genlis au tout début de l'extrait que j'ai cité. La littérature des femmes, c'est bien quand ça parle de rapports très intimes, familiaux, en fait. Oui, on pourrait dire jusqu'à un certain point qu'il y a chez Genlis une vision à la fois moderne et à la fois traditionnelle. C'est-à-dire qu'elle donne des arguments extrêmement forts sur la nécessité pour les femmes d'écrire. Elle les encourage à écrire. Et ça, c'est une position vraiment originale parce qu'on ne la trouve pas chez Staël, par exemple. Germaine de Staël n'encourage pas ses contemporaines à écrire. Elle met en bas de page dans de la littérature quelques noms récents de contemporaines. Elle ne pense pas la littérature au féminin, elle n'a pas d'avis là-dessus. En revanche, dans le cas de Genlis, il y a justement cet encouragement d'un côté, mais de l'autre, il y a une volonté de dire aux femmes les sujets féminins. C'est-à-dire que ça se referme, de notre point de vue évidemment, ça se referme sur le féminin et le féminin dans son rôle le plus traditionnel. Le fait est que quand on lit les ouvrages et les romans environ un tiers d'une centaine d'ouvrages publiés au total, quand on lit ces romans-là, on a quand même on entend une voix extrêmement intéressante sur le féminin. Genlis raconte par exemple un accouchement dans le détail. Genlis raconte ce que c'est qu'avoir un nourrisson dans les bras. Il y a très peu de textes qui le disent aussi nettement, d'autant qu'on est dans la forme romanesque. Genlis travaille aussi de manière extrêmement fine les liens entre la mère et la fille. Elle voit une relation fusionnelle, une sorte de nécessité de transmission qui se fait spécifiquement par le féminin. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on ne trouve guère avant. Michel Perrault, tout ce que nous venons d'évoquer. Ce que je voudrais dire, c'est l'intérêt même de la présence de Martine Reid ici. Parce que, bien entendu, nous, historiens, surtout depuis quelques décennies, nous découvrons, redécouvrons la littérature, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais il est très intéressant de voir ici, à Blois, une littéraire qui souhaite véritablement que la littérature, en l'occurrence celle des femmes,
soit présente. Et je voudrais rappeler que Martine a enseigné aussi longtemps aux États-Unis, ce qui est très intéressant pour la réflexion transversale, et que Martine, vous avez depuis quelque temps beaucoup... Alors d'abord, je voudrais rappeler votre travail sur George Sand, hein, parce qu'enfin, vos 2 livres signés Sand et la biographie que vous avez écrite sur George Sand sont véritablement devenus des classiques maintenant. Votre tout premier livre sur signé Sand vous avez beaucoup intéressé, tellement intéressé sur le rapport au nom, etc. Donc, c'est vraiment important que vous soyez là. Hein, c'est vraiment important. Et on va parler, j'imagine, un peu, beaucoup même, j'espère, de l'ouvrage que vous avez. Oui, alors ce que je disais aussi, c'est que non seulement il y a votre travail sur Sand, mais vous avez fait un très gros travail de réédition de textes de femmes, hein, notamment chez Gallimard. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les titres au moins des quelques livres que vous avez, pour lesquels vous avez fait un travail de réédition? Mais disons que les éditions Gallimard ont accepté qu'il y ait une petite série qui porte le nom de Femmes de lettres en folio 2 €. Et le geste avait été bien pensé, c'est-à-dire que l'idée était de se dire, pas noyer encore une fois dans une collection de poche de quelque sorte, mais attirer l'attention sur le fait que les textes étaient nouveaux. Ils avaient été oubliés par l'histoire, mais là, c'était l'occasion de les redécouvrir. Ça allait d'extraits des mémoires de Marguerite de Valois jusqu'à Simone de Beauvoir, quelques extraits du deuxième sexe, qui a été intitulé La femme indépendante, qui est le dernier chapitre. Et donc, il y a eu de la part de l'éditeur un franc soutien à ce geste. Ensuite, et c'est justement peut-être l'occasion d'arriver déjà à ce qui pourrait être repris tout à l'heure, nous avons eu le sentiment, les éditrices, éditeurs et moi-même, que ce moment de visibilité qui a commencé il y a des décennies, ce moment de visibilité devait s'arrêter, et la perspective, en effet, qui conclut Femmes et littérature, c'est que Femmes et littérature est une étape dans une histoire qui va amener, et le souhait était vif de la part de mes collaboratrices et de moi-même, qui va amener à un seul récit national. Ça dira certainement, le syntagme dira quelque chose aux historiens tout particulièrement. Ce récit national doit être réécrit, et évidemment en cessant de séparer le féminin du masculin, mais à l'inverse, en imaginant une histoire qui fasse pleinement sa place d'entrée de jeu aux femmes. C'est le seul geste acceptable aujourd'hui. Nous avons même souhaité, d'ailleurs, et cette fois dépassant le récit national, souhaiter qu'il y ait un récit, que ce soit à terme une histoire de la littérature de langue française, puisque assez longtemps, la littérature française a pesé, et là, les spécialistes d'histoire dites francophones le savent bien, a pesé de tout son poids dans des rapports de domination bien analysés, bien sûr, sur les littératures qui se trouvaient autour géographiquement et lointaines aussi. Et donc ce double objectif est celui de notre travail. À terme, nous désignons un futur un peu plus satisfaisant. Oui, avant qu'on entre dans ce travail qui en est fait absolument fondamental, je voudrais rappeler que vous avez vous-même, par exemple, réédité Gabriel de George Sand. Hein. C'est intéressant parce que ça se donne en ce moment. C'est une pièce, c'est un récit dialogué. Ce n'est pas vraiment une pièce de théâtre. Un récit dialogué que George Sand avait imaginé, et ça traite du transgenre, évidemment. C'est notre mot actuellement. Et ça se donne, je ne sais pas combien de temps, hein, à Paris, au Vieux Colombier. Vous êtes à l'origine de cela. C'est vous qui avez réédité ce texte sur lequel on aimerait évidemment parler davantage. C'est quand même très, très original hein, qu'une femme du 19e imagine
le changement, le changement de genre, de sexe, qu'est-ce que ça provoque, etc. C'est très passionnant en soi. Et bien entendu, on vient maintenant à cet ouvrage monumental. Je n'en empoche, je n'en montre qu'un volume, il y en a deux. Hein. Ça s'appelle Femmes et littérature, une histoire culturelle. J'ai envie de vous poser une question là-dessus. Pourquoi une histoire culturelle? Au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors c'est le choix de l'éditeur. Donc j'ai eu la chance de travailler avec Éric Vigne chez Gallimard, et quand j'ai proposé de faire enfin une synthèse qui couvrirait les débuts de la littérature de langue française, en langue vernaculaire, jusqu'à l'époque contemporaine, il a immédiatement dit on ne va pas rester enfermé dans l'histoire littéraire, on va plutôt prendre la direction de l'histoire culturelle. L'histoire culturelle, elle a été traitée diversement et inévitablement par l'ensemble des contributrices, mais dans notre idée, il fallait inclure d'abord une vraie réflexion d'ordre sociologique sur la place des femmes. Où étaient-elles? Où étaient-elles dans les institutions? Quel rapport avaient-elles avec elles? Qu'est-ce que c'était qu'avoir une carrière littéraire à différentes époques, quand ce mot fait sens, etc. D'autre part, c'était s'intéresser aux questions d'édition, puisque au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ces questions d'édition sont absolument centrales pour le XIXe siècle, dont je me suis occupée, et pour le XXe siècle, et pour les questions de francophonie aussi, absolument déterminant. Donc l'histoire culturelle a été entendue, peut-être un peu timidement, diraient les historiens, mais comme une ouverture dans différentes directions qui n'enferme pas trop dans l'histoire littéraire traditionnelle. Oui, c'est ça. Ça me paraît tout à fait intéressant, parce que ça suppose des recherches véritablement, j'allais dire, de sociologie historique, oui. Hein, pour repérer les femmes et voir en effet leur conscience, tout ce que vous venez de dire. Alors, c'est un ouvrage monumental. Combien de collaborateurs avez-vous dans ces deux volumes? Donc nous sommes 10 au total. J'avais pris le parti, pour ma part, d'inclure 3 collègues américaines, parce que force est de constater que le domaine anglo-saxon a été beaucoup plus ouvert aux questions féministes et à leur application dans une constitution d'un discours sur le passé de la littérature qu'on n'avait pu l'observer en France. Et à cet égard, il me paraissait rendre justice à la montagne de publications qui avaient été faites, y compris d'ailleurs des embryons beaucoup plus courts que le nôtre, mais sur la constitution d'une vraie histoire littéraire au féminin. Oui. Donc nous étions 10, et chacune avait... c'est pas tant que ça. Non, pour ce que vous avez fait, c'est pas tant que ça. On était parti de l'idée, et c'était aussi oui. L'éditeur qui a insisté sur le fait que chacune, au fond, présenterait l'image qu'elle a de son siècle, du siècle dont elle est spécialiste. Et donc, c'est pourquoi on a accepté, non pas de marcher du même pas avec les mêmes catégories d'analyse, mais évidemment, la collègue médiéviste a travaillé autrement que la collègue du 18e qui a plutôt brassé des questions en histoire des idées beaucoup plus larges, avec quelques exemples. Voilà, on l'a laissé chacune libre. On s'est vu très régulièrement, mais on a laissé chacune libre de saisir le sujet à sa manière. Oui. Et alors, vous couvrez une période immense, puisque vous commencez au Moyen-Âge, oui. Hein, et vous allez jusqu'au très contemporain. Vous vous êtes donné une ligne terminale. L'idée, c'était d'arriver à l'extrême contemporain. Et donc, ça, c'est Christelle Reggiani qui s'est occupée de ce qui étaient les écrivaines à partir des années 1980. Et ensuite, jusqu'aux toutes dernières publications. L'ouvrage apparu en 2020. Au total, ça fait 9 siècles de littérature, ce qui est considérable. C'est d'ailleurs une caractéristique de la littérature française, quand on la compare à d'autres littératures européennes et même extra-européennes, d'avoir des femmes tout du long. C'est-à-dire qu'à chaque époque, il y a des femmes en nombre. Et nous avons été très soucieuses de chiffres. D'ailleurs, parce qu'on disait toujours, voilà, il y en a beaucoup. Tout d'un coup, il y en a beaucoup plus. Et tout ça nous paraissait assez vague.
au total. Donc c'était intéressant de compter, de donner des pourcentages et au moins comme ça d'avancer un ordre de grandeur sur leur présence en littérature. Mais quand vous dites la caractéristique de la France, etc., c'est peut-être parce qu'on a fait la recherche. Si on fait la recherche en Angleterre ou ailleurs, on trouvera beaucoup. Pour avoir parlé à quelques spécialistes à l'étranger, oui. Il semble bien que... non, il y a eu des temps d'arrêt, même en Angleterre. Il y a eu des moments où tout d'un coup, il y avait quasiment plus de femmes auteurs, et ça n'est pas le cas en France. Ouais. Saluons l'originalité française. Alors, dans votre panorama extraordinaire, 9 siècles de littérature, est-ce que quand on jette un coup d'œil sur vos 2 volumes, est-ce qu'il y a des périodes qui vous ont surprise? Est-ce que, par exemple, vous êtes dit, moi je vous dirais, après vous avoir lu, j'ai aussi mes sentiments, mais est-ce qu'il y a des périodes qui vous sont apparues particulièrement intéressantes pour l'expression des femmes en littérature? Mais bien sûr, j'ai appris d'abord qu'il y avait plus de 130 femmes au Moyen-Âge qui ont écrit en langue française. Alors je pensais qu'il y avait peut-être en cherchant bien, il y en avait une demi-douzaine, et en réalité, non, elles sont là, elles sont bien répertoriées par Jacqueline Cerchilini. Peut-être ce qui m'a le plus frappé, c'est une sorte de constante, de véritable lame de fond, qui est le discours de la violence. Et je pense que la violence, il faut la remettre à sa juste place. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là les attaques continues, extrêmement vives, qui varient certes dans le temps, et on peut faire une histoire de cette violence, bien entendu, mais tout de même, je suis très frappée de voir que les collègues qui sont en littérature ont certes l'idée que oui, les femmes étaient attaquées, voilà. Elles étaient nécessairement attaquées. Il faut entendre les termes. Il faut comprendre à quel point, et c'est Juliette Adam qui dit ça fort bien, donc une femme journaliste et romancière de la fin du XIXe siècle, qui dit dès qu'en fait on veut nous attaquer, on attaque notre sexe entier, c'est-à-dire qu'on nous désigne comme appartenant au sexe féminin, et à ce moment-là, toutes les ordures sont possibles. Et je pense qu'il faut, aujourd'hui qu'on est sensible justement au mouvement MeToo et quelques autres dont on rappelait qu'il a déjà 5 ans, il faut être peut-être un peu moins passif devant ce déluge d'attaques continues et redonner justement sa place à cette violence. Oui, ça vous a frappé à peu près à toutes les époques. Ça m'a frappé parce que je pensais qu'au XIXe siècle, je connaissais bien sûr les attaques des uns et des autres. À les relire, au début, je m'étais dit d'ailleurs que je n'allais pas commencer par la déploration en disant mais voilà, c'est vraiment terrible. Je voulais éviter ça. Et puis, à force de lecture, j'avoue que c'était tellement présent que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait le dire et l'exprimer. Et d'ailleurs, à terme, peut-être le penser un peu mieux. Oui. Vous parliez tout à l'heure de plusieurs centaines, enfin un peu plus de 100, au Moyen-Âge. Comment est-ce qu'on peut arriver à les repérer? Voilà. Parce que au point de départ, vous disiez il y en a peut-être 10, 12, et puis finalement, il y en a plus de 100. Quel a été le type de travail, et par conséquent aussi, le type d'écrit que vous avez retenu? Là, il faudrait laisser parler la médiéviste. Qu'est-ce que la littérature? Oui, c'est ça, qui a fait le travail, parce que je sais qu'elle-même s'est étonnée du résultat, puisqu'elle avait travaillé sur Christine de Pisan et Marie de France, mais elle se disait qu'il y en avait bien autour d'elle quelques-unes, et qu'elle s'est étonnée d'en trouver autant. Elle a fait un travail d'archives, je pense, assez systématique, attendu que, bien sûr, on entend parler de manuscrits, on ne les a pas nécessairement, donc là, je ne peux pas malheureusement en dire davantage. Alors, moi, il y a une période qui m'a quand même beaucoup, peut-être pas tellement surprise, mais confortée plutôt, le XVIIe. Ouais. Le XVIIe siècle est finalement une période d'expression littéraire des femmes qui me paraît tout à fait considérable. Tout à fait remarquable. Et il est intéressant d'ailleurs que le XVIIIe et surtout le XIXe siècle ait construit une vision du XVIIe siècle comme âge classique qui permettait de sauver tout de même quelques figures. Et évidemment, Marie-Madeleine de Lafayette
en premier, et aussi Marie de Sévigné qu'on évoquait tout à l'heure. Donc il y en a quelques-unes qui sont sauvées de l'oubli et qui sont replacées à leur juste place. Mais effectivement, la collègue Jaune de Jean, qui a traité le XVIIe siècle, a bien montré, et elle fait sans doute possible plus solidement que certaines autres interventions de l'histoire culturelle, elle a bien montré comment il y avait une présence forte du féminin au XVIIe siècle, qui va commencer à s'éroder ensuite au XVIIIe et bien entendu au XIXe siècle. Est-ce qu'il y a des genres littéraires plus favorables aux femmes ? Est-ce qu'on leur attribue d'abord un certain genre littéraire et elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles préfèrent, hein ? Pour le 19e, on voit bien que la poésie reste ce qui serait le sacre véritablement de l'écrivaine. Oui. Et bon, est-ce que c'est comme ça tout le temps? Et est-ce qu'il y a débat à ce sujet? Il n'y a pas vraiment débat. En revanche, on s'aperçoit que dès le XVIIe siècle se met en place l'idée qu'au fond, il y a deux genres mineurs donc, qui correspondent à la psychologie des femmes. Alors, ce télescopage est extraordinaire, puisque ça suppose qu'il y a une sorte de psychologie commune qui a pour conséquence que les femmes sont particulièrement douées pour tel ou tel genre littéraire. C'est tout ce qui est évidemment, et sans surprise, de l'ordre du privé, dont la lettre, et évidemment l'emblème, et tout ce qui est de type romanesque. Romanesque parce que le sentiment a toujours été leur grande affaire et que donc elles peuvent parler de quelque chose qu'elles connaissent, dont elles ont pu faire l'expérience. Ce qui est, à mon sens, tout à fait significatif et réellement intéressant à constater, c'est que cette sorte d'invite à écrire des lettres, à écrire des romans épistolaires, à écrire des romans, eh bien, va se montrer extrêmement efficace, puisque si on commence à compter précisément, on s'aperçoit que les femmes sont les plus nombreuses dans le domaine romanesque, de beaucoup. Si on compare, alors j'ai regardé les chiffres, j'ai tenté plutôt d'avancer au moins certains repères pour le XIXe siècle. Pour le XIXe siècle, on est à environ, ça fluctue un peu selon les époques, mais à environ 20% de femmes qui écrivent des romans. Si on passe à la poésie, on n'est plus qu'en dessous des 10%. Alors, les calculs sont faits à partir, évidemment, de myriades de listes de publications. Et si on regarde le théâtre, alors là, il n'y a plus que 3%. Donc l'invite, qui remonte loin dans le temps, qui remonte effectivement à certaines analyses sur le roman du milieu du XVIIe siècle, l'invite s'est révélé extrêmement efficace. Et les femmes, et George Sand elle-même dit « le roman c'est mon affaire, moi je suis romanesque ». Et George Sand, elle dit « je suis romanesque exactement comme Jean Lys ». Jean Lys aussi dit « j'ai de l'imagination, bien sûr, je suis une femme, c'est normal ». Voilà. Oui. Donc, grande efficacité des idées reçues. Ce qui est intéressant au passage, c'est ce que vous dites sur le faible pourcentage au théâtre. Hein. Le fait qu'il y ait si peu de femmes de théâtre, metteurs en scène, écrivaines de théâtre, etc., c'est intéressant parce que, en définitive, il y a toujours, au moins jusqu'à nos jours, cette difficulté de pénétrer dans l'espace public. Tout à fait. Hein. Le théâtre, c'est un espace public. On accepte les femmes comme actrices, et encore on sait tous les problèmes qu'il y a autour des actrices, mais comme mettant en scène quelque chose, ça c'est vraiment difficile. Et de ce point de vue-là, George Sand, quoi qu'on pense de son théâtre, qui est probablement assez démodé, enfin c'est autre chose, c'est un autre problème. Elle a eu cette hardiesse aussi. Tout à fait. Elle a été une femme de théâtre. Elle a joué beaucoup de théâtre. Et bien visiblement. Oui. Alors, avant elle, il y en avait eu quelques-unes, certaines qu'elle fréquentait d'ailleurs, mais au total, ce qu'on peut voir, c'est que de nouveau, et vous parliez d'espace public, c'est bien sûr la question, la plupart des dramaturges du XIXe siècle sont liés de quelque façon au milieu du théâtre, c'est-à-dire que leur mari est comédien, leur mari est directeur de théâtre, leur mari peut avoir des entrées au théâtre, peut être critique théâtrale, etc. Et donc, il y a déjà une sorte de connivence qui se
peut s'opérer à propos de théâtre, mais les conditions de production d'une pièce de théâtre au XIXe siècle, par exemple, sont telles que les femmes doivent faire elles-mêmes les démarches. Et cette question de paraître, vous le savez justement, arriver seule dans un café où on débat de pièces de théâtre, arriver seule dans un bureau de directeur de théâtre est considéré comme extrêmement difficile. Il faut être introduite, de toute façon, être accompagnée idéalement. Enfin, c'est-à-dire que les modalités même du début, ensuite il faut assister aux répétitions des pièces, les modalités sont jugées extrêmement difficiles pour les femmes. Bien sûr. On peut écrire dans sa chambre, hein, voilà. Et ça fait partie de l'intimité, de la pratique féminine, mais se produire au théâtre, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Et du point de vue des rapports entre les sexes, c'est toujours très intéressant de voir à quel moment une frontière cède. Oui, hein, à quel moment une femme devient auteur de cinéma. Hein, à quel moment, etc., etc. Et il y a toujours ce rapport masculin-féminin et public-privé qui joue beaucoup. Alors, parmi vos grandes... Est-ce que vous avez eu, les unes et les autres, pas vous-même et vos collaboratrices, un coup de cœur pour telle ou telle femme que vous auriez découverte en disant, voilà, en voilà une qu'on ne connaissait pas et c'est extraordinaire. Mais je veux dire que les coups de cœur ont été très nombreux quand je me suis mise à lire beaucoup plus systématiquement que je ne l'avais fait les romans, notamment les romans de la deuxième moitié du XIXe siècle, la fin du XIXe siècle en particulier, au moment où il y a des constitutions de dîners, d'écrivaines, après la Fronde aussi. Et tout ce qui suppose le rapport de femmes, la plupart du temps écrivaines, avec la presse. Là, il y a des romans très extraordinaires dont il faut souhaiter la réédition. Réellement. Myriam Marie, par exemple, La petite fille de Jérusalem. Gérard Douville, qui est en fait mari de Régnier aussi, qui a écrit quelques ouvrages, quelques romans très jolis, une sorte de petite fadette à Cuba, qui sont souvenirs de ce que son père lui a raconté, etc. Enfin, on peut en énumérer un certain nombre. Et là, on voit que, justement, vous parliez de verrous qui sautent. À la fin du XIXe siècle, ça y est, je veux dire, il y a vraiment, elles sont beaucoup plus nombreuses cette fois. Elles font aussi bien de la littérature populaire que des romans savants. Elles font du théâtre, etc. Et donc, bon, là, leur présence est manifeste. Oui. Beaucoup plus manifeste. Ce qu'on a appelé la première vague du féminisme autour de 1900 vous paraît se vérifier en littérature. Se vérifier et évidemment cette articulation entre position féministe et littérature qui reste plutôt anecdotique pour les siècles qui précèdent. Là, tout d'un coup, il y a quelque chose de beaucoup plus solide. La presse féminine et féministe y est évidemment pour quelque chose. Oui. Une question encore avant de poser encore autre chose. Dans les genres littéraires, est-ce que vous incluez, mettons, une femme qui écrit de la philosophie, il n'y en a pas beaucoup, hein. Est-ce que vous considérez ça comme de la littérature ? Nous sommes partis de la définition qui est donnée d'ailleurs par Germaine de Staël, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, la littérature, c'est toute espèce de réflexion, y compris savante, y compris la philosophie, sur toute espèce de sujet, à l'exception des mathématiques. Alors qu'évidemment, la définition se resserre, pour dire les choses de manière très simple et grossière ici, cette définition, elle se resserre au début du XIXe siècle, où là, on en revient au grand genre littéraire et au fond, et aux illustratrices de ces grands genres. Maintenant, dans la mesure où, justement, nous avons souhaité faire une histoire culturelle, la partie qui regarde la presse est très présente, bien sûr, parce que d'ailleurs, les liens sont innombrables entre littérature et presse. Et donc, à ce titre, j'ai régulièrement fait état, pour ce qui est de mon propos, sur les essais qui étaient faits par les femmes, les réflexions de type historique, etc., qui étaient faites. Mais il n'y a pas de réflexion véritable, en tout cas de ma part, sur le sujet. Je pense que les collègues 18e et 17e y arrivent peut-être autrement. Davantage.
Et maintenant, Martine, que ce gros travail, cet immense travail est fait, quelle réaction voyez-vous déjà à ce propos? Est-ce que c'est le silence, finalement? Est-ce que vous avez le sentiment que la critique a pris en compte cela? Et quels effets possibles sur l'enseignement? Parce que finalement, dans l'enseignement, on ne parle pas beaucoup des auteurs femmes. Hein. Assez peu. Je pense qu'il y a eu un souci depuis, d'après ce que je peux observer, depuis une dizaine d'années, il y a eu un souci tout de même, la question pour le moins est posée. Ce qu'on voit, ce qu'on observe en tout cas au niveau du champ critique au niveau universitaire est intéressant parce que depuis au moins une quinzaine d'années désormais, on voit toutes sortes de travaux sur les femmes qui écrivent, on ressuscite toutes sortes de figures et c'est très bien, on a besoin de considérations faites sur les plus obscures, etc. Ça paraît effectivement particulièrement actif, vivant, souvent d'ailleurs décidé par des femmes dans telle ou telle université. Mais là où la résistance est manifeste, c'est que le discours critique sur la littérature, qu'on a envie d'écrire en un seul mot, comme Lacan parlait de la langue, sur la littérature, là, le champ est très sourd à la moindre mention d'un texte féminin. Et personnellement, je me suis interrogée sur les raisons de cette résistance manifeste. Et je pense que, de nouveau, on repasse, vous parliez d'enseignement, c'est tout à fait judicieux, on repasse par le fait que les auteurs femmes ne sont pas connues. Elles ne font pas partie du corpus. Quand on pense, je ne sais pas, j'avais un exemple bien en tête, quand on pense au fantastique au XIXe siècle, bon, on pense à quelques textes canoniques, on ne pense pas à celui de George Sand, par exemple. C'est sur le fantastique qui est pourtant absolument déterminant. On a une historienne qui récemment parle de l'écrivain national et ne se demande pas si le sujet est genré. Le féminin reste très souvent encore la tâche aveugle des raisonnements sur la littérature, justement. Et ça, il faut essayer d'entrer dans l'édifice, dans la forteresse, par toutes les façons possibles, de manière à ce que tout qui se risque à écrire une ligne sur la littérature se demande si on est au masculin, au féminin, si les généralités valent pour les hommes uniquement, pour les femmes aussi, comment, avec quelle différence, avec quelle ressemblance, etc. On dit, il y a encore beaucoup à faire dans tous ces domaines-là. Voilà, je crois qu'on a quand même largement abordé tout ça. Peut-être oui, que... Vous évoquiez les violences à la fin du XVIIIe siècle. Vous évoquiez aussi le fait que les femmes tenaient un journal. Oui. Et quand on voit, par exemple, l'œuvre de Annie Ernaux, qui vient de recevoir le prix Nobel, elle raconte que pour ses romans, elle s'est servie pour l'avortement, pour l'agression sexuelle, elle s'est servie de ses notes du journal qu'elle avait tenu depuis qu'elle était adolescente. Donc en fait, elle est... C'est une belle conclusion, ça, quand même. Hein. Oui. Oui. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce prix Nobel ? Là, sur ce point précis, je dirais que cette manière de faire, c'est-à-dire de faire de la littérature à partir des notes qu'on prend quotidiennement, elle est pratiquée par les auteurs masculins de la même manière. Est-ce qu'il y a une spécificité sur ce point ? Ça, Annie Ernaux pourrait seule répondre. Mais... Ce qui est intéressant dans le cas d'Annie Ernaux, enfin, parenthèse pour dire la joie que c'est qu'elle soit prix Nobel, c'est formidable. Et vraiment, il faut le dire ici. Mais c'est que, justement, elle ne se veut pas romancière, Annie Ernaux. Hein. Non. Pas du tout. Pas du tout. Elle est, au fond, une récitante de sa vie et de celle des autres. Mais voilà. Mais au fond, pourquoi ? Évidemment, vous allez me dire que c'est à elle qu'il faudrait le demander. Mais voilà, c'est sûr. Mais pourquoi, en effet, est-ce ce type d'écrit qu'elle a choisi ? Est-ce que vous pensez qu'on peut en donner une explication plus large, enfin, je ne sais pas. On a dit à de nombreuses reprises, et à mon avis, ça doit être nuancé et justement considéré au cas par cas, que c'était une sorte de tendance
des femmes de parler d'elles-mêmes, de ce qu'elles connaissaient le mieux, depuis le féminisme, de leur corps, etc. Pour ma part, j'insisterai sur la nécessité de cesser de les mettre ensemble. C'est-à-dire que quand on parle du prix Nobel reçu par Modiano, on n'imagine pas immédiatement de remettre Modiano dans une petite coterie d'auteurs masculins, alors que le geste qui consiste à dire, puisqu'elle est une femme, nécessairement, elle va ressembler à d'autres femmes, est fait presque automatiquement. Et je pense que ce que nous avons souhaité faire, c'est rappeler que d'aucune manière l'appartenance au sexe féminin ne suppose une démarche commune en littérature. Certes, il y a des échos, et nécessairement, et notamment dus à la période aussi, je veux dire, des échos dus à la période à laquelle elles appartiennent, mais dans l'ensemble, sur lequel il faut insister, c'est la singularité de chaque démarche. Et à ce titre, Annie Ernaux choisit, c'est vrai, plutôt ce qu'on appelle, depuis Dubrovsky dans les années 80, l'autofiction, mais elle a une manière très singulière, très originale de jouer et de déjouer aussi un peu les pièges de ce type. Et sa force conceptuelle est tout à fait remarquable et à ce titre unique. Voilà. On n'a pas du tout abordé, mais peut-être qu'il ne faut pas le faire, la fameuse question de l'écriture féminine. Dieu sait si... On en a parlé. Hein, les années 70, 80, surtout peut-être, mais encore après, on s'empoignait là-dessus quand même. Hein. Oui, on s'empoignait. Et rétrospectivement, je trouve que ce n'est pas simple du tout de juger ça. Parce que celles qui refusaient ça, et c'est beaucoup les historiennes, les sociologues, c'était la peur d'être enfermée dans ce féminin dont on voulait se débarrasser. Oui, hein. oui. On aspirait à l'universel, on voulait ce qu'avaient les hommes, et si on nous renvoyait encore sur les femmes, l'écriture femme, la barbe. Voilà. Oui. Bon, mais en définitive, celles qui ont pris ça à bras-le-corps, hein, je pense évidemment à certaines françaises, mais je pense aux italiennes. Hein. En Italie, il y a une tradition différentialiste qui est infiniment plus forte que celle de la France pour des quantités de raisons. Ça donne des choses. Hein. Finalement, cette position-là, que moi je n'aimais pas beaucoup, produit des fruits aussi. Enfin, c'est l'éternel problème. Les différences, on ne peut pas les nier, on ne veut pas s'y enfermer, mais d'un autre côté, il faut aussi les prendre à bras-le-corps. Oui, ça, je dirais, pour rebondir ce que vous dites, que Delphine Naudier, dans le deuxième tome, fait une excellente synthèse sur ce qu'elle appelle la décennie féministe, et où elle montre justement les contradictions et jusqu'à un certain point les apories des positions qui sont défendues par les unes et les autres. Ce que je pense, à titre personnel et avec ma petite expérience, notamment du 19e siècle, c'est qu'il faut idéalement pouvoir avancer dans des positions qui sont différentialistes, parce que la différence, elle est jetée à la figure des écrivaines encore et encore. Donc on ne peut pas en faire, au prix de je ne sais quel angélisme, l'économie. On ne peut pas dire non plus, une fois qu'une femme a du génie, voilà, elle a retrouvé l'universel et le génie n'a pas de sexe. Vous le savez bien, le génie n'a pas de sexe, c'est une sorte de vieille maxime qui traîne partout au 19e siècle et qui, évidemment, rappelle à quel point le génie est masculin. Donc, au total, je pense que avancer avec tout de même comme point de mire un discours commun, où hommes et femmes se trouvent traités avec tout ce qui les, ce que je disais tout à l'heure, avec tout ce qui les fait les ressembler, et d'autre part avec tout ce qui diffère dans leur position et la position souhaitable. C'est-à-dire à terme, un seul discours commun. Voilà. Bah écoutez, le mauvais rôle me revient, puisque en tant qu'homme, je suis obligé de mettre fin à ce débat, hein, puisque... Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Martine Reid, et merci beaucoup. Merci à vous. Des questions peut-être, alors? On a un peu le temps? Voilà. Voilà.
En tant qu'homme, j'ai demandé un répit de 5 minutes quand même. Donc il y a un micro-baladeur qui est disponible pour des questions. Michel Pinoc. De Staël, et Madame de Staël a écrit énormément de textes qui, de son vivant, sont restés inédits. Donc il y a une partie très importante de la pensée politique de Madame de Staël qui n'est pas rien et qui est posthume. Alors, je voulais vous demander, est-ce que ce cas se reproduit souvent? Est-ce que vous avez rencontré des écrits posthumes, par conséquent, importants? Non, vous avez parfaitement raison de rappeler la position de Staël, mais je ne vois très franchement, et pour mon petit domaine de compétences, je ne vois personne qui ait une position aussi forte, aussi exceptionnelle à tous égards, très franchement. Dans le cas de George Sand, les prises de position sont politiques, bien entendu, et elles se font du vivant de George Sand. Et je ne sache pas qu'il y ait grand-chose qui soit publié après sa mort, ou juste peut-être quelques recueils d'articles ou choses du genre. Donc là, je mettrais effectivement Staël comme parce que exceptionnel. dans le cas de Madame de Staël, évidemment, il y avait l'intimidation politique, l'intimidation masculine. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que, je dirais, la gloire de l'écrivain politique, c'est celle de Benjamin Constant, et que Madame de Staël lui a inspiré une très grande partie de son œuvre politique. Oui, oui, absolument. Une autre question? Madame, mademoiselle. Bonjour. Je voulais savoir, au XIXe siècle, on a George Sand qui choisit de prendre un pseudonyme masculin et qui porte des habits d'homme, qui brouille un peu la frontière du genre. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de femmes littéraires qui prennent un autre pseudonyme ou qui choisissent de porter des habits d'homme, etc. Oui, alors vous avez raison de poser la question. Il faut rappeler que le pseudonyme est extrêmement rare et que ce n'est pas la condition pour publier quand on est une femme. Parce qu'on entend répéter ça encore et encore. Non. On avait justement essayé de donner des chiffres et de trouver quelques repères, et on en était à moins de 10% de femmes qui ont pris un pseudonyme. Alors certes, personne ne l'a fait de manière aussi spectaculaire que George Sand, puisque George Sand a fini par se servir de ce pseudonyme et de léguer ce faux nom à ses enfants. Et là, il n'y a pas d'exception. Oui, c'est exceptionnel à tous égards. Il n'y a pas d'autre exemple de cela. Pour ce qui est de s'habiller en homme, alors les gravures sont... l'origine des gravures est contestable. Certaines gravures, on parle de George Sand, en fait c'est son fils, etc. Donc l'affaire est complexe et on ne peut pas la réduire évidemment à quelques observations. En revanche, justement, si on regarde la pièce que Michel Perrault évoquait, Gabriel de George Sand, alors là, on a une excellente réflexion, entre autres, sur le fait que le costume fait le sexe. Et à cet égard, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Si on regarde le port du pantalon, en fait, commence... On sait bien qu'il faut, les travaux de Christine Barr l'ont rappelé, il faut une permission officielle, mais on voit que la mode, enfin relativement, gagne, y compris la littérature, au tournant des années 1900. Alors, il y a non seulement le mouvement... de Paris-Lesbos, dont Colette fait partie à un moment donné, mais il y a toute une série de femmes qui se font photographier en pantalon, qu'elles soient d'ailleurs ou non homosexuelles. Et donc là, il y a une petite ouverture sur le vêtement qui, très vite, avec la guerre de 14 et évidemment la grande rhétorique de l'homme viril, etc., va retomber. On vient de me signifier qu'il fallait libérer la salle. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté à ce débat. Et vous pouvez retrouver les ouvrages à la librairie, bien sûr.